Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du lundi. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Premier ministre face à la contestation sociale contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, comment y répondre? Qu'entend le Premier ministre de Matignon? Invité, le député européen Gilles Boyer, ancien conseiller d'Édouard Philippe, auteur chez Jean-Claude Lattès de Le maître d'hôtel de Matignon, où il raconte les coulisses du pouvoir dans l'œil d'un majordome qui a connu pas moins de 13 premiers ministres. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, révélé dans Cyrano de Jean-Paul Rapneau, puis Tous les matins du monde d'Alain Corneau. Elle alterne depuis théâtre et cinéma. Depuis une quinzaine d'années aussi, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc, l'écriture. Son nouveau roman, La fille et le rouge, vient de paraître chez Grasset, tandis qu'elle est l'une des comédiennes d'Architecture, la pièce de Pascal Rambert, qui a fait cette année l'ouverture du Festival d'Avignon, à voir avant une tournée partout en France, en ce moment au Bouffe du Nord jusqu'au 22 décembre. Anne Brochet est notre invitée. La grande table. Olivia Gesbert. À l'affiche d'Architecture, aux côtés d'Emmanuel Béard, d'Audrey Bonnet, de Marie-Sophie Ferdane, d'Arthur Noziciel, de Stanislas Nordet, de Denis Podalides, en alternance avec Pascal Rénéric, Laurent Poitrenaud et Jacques Weber. Vienne, début du XXe siècle, une famille de l'Empire austro-hongrois du début de ce siècle donc va évoluer, changer jusqu'à l'Anschluss. C'est une saga qui file sur plusieurs décennies. Je vous en propose un extrait. Je refuse désormais tout ce qui vient de toi. Sperme, larmes, sang, sueur. Tout est liquide, non. D'où la discussion sévère que nous devons avoir sur ce que j'ai en moi. Garder, ne pas garder, faire naître en pleine guerre, en pleine folie, dégoût du monde, des hommes, de toi, frigidité en tout. Mais je vais prendre une position. Une position? J'espère que ce n'est pas une position qui t'amène à la conclusion qui est garder. Garder. Garder? Oui, garder. Je ne crois pas. Tu ne crois peut-être pas, mais j'en suis à garder. Je t'interdis! Je t'interdis! Papa! Au secours! Au secours! Anna! Au secours! Il se passe quoi? Rien! Quoi? Mais rien! Anne Brochet, bonjour. Bonjour. C'est vous ça? Oui. J'ai pas reconnu ma voix. Je crois que ça n'a pas été capté au Bouffe du Nord. Non, ça c'était dans la cour d'honneur. Ah oui, du voilà. Palais des Papes à Avignon. C'était Voilà, très très porté. où la pièce Architecture a donc fait l'ouverture cet été. Dans la pièce, vous êtes éthologue, vous jouez le rôle de la fille, d'une des filles de Jacques Weber, qui est lui architecte viennois, réputé. C'est une pièce chorale que Pascal Rambert vous a proposée là à tous, incroyable casting de comédiens réunis pour l'occasion. Quelle architecture de jeu vous a-t-il proposé? Je pense qu'il choisit ses instruments. En fait, l'énergie du spectacle est une sorte de bête à 9 têtes. Et il choisit quelle voix, quel son va interpréter tel ou tel personnage. Donc, il m'a choisi, moi, comme instrument pour interpréter le rôle de Anne, puisqu'on joue nos propres prénoms. Et voilà, je ne sais pas si c'est une architecture, mais en tout cas, c'est vraiment une symphonie, c'est un orchestre de chambre. Alors, on l'a fait orchestre de chambre à Avignon, effectivement, dans un palais. Et puis, maintenant, on le fait au Bouffe du Nord. Donc, c'est joué de façon beaucoup plus intime. Et voilà, donc les dialogues sont beaucoup plus... sont les mêmes, mais c'est interprété à chaque fois d'une autre façon, puisqu'on s'adapte au théâtre qui nous est proposé. Oui, et la pièce ira par la suite à Annecy, à Clermont-Ferrand, aux Gémeaux, à Sceaux, à Valenciennes ou encore à Lyon, au Célestin. Le fait de passer d'un théâtre à l'autre, d'une cour aussi gigantesque que celle d'Avignon à aujourd'hui, vous l'évoquiez, les Bouffes du Nord, petit théâtre parisien, est-ce que ça change beaucoup la manière de jouer? Bien sûr. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut changer, on réentend nos partenaires, on réentend l'histoire de Pascal, on réentend la petite histoire, la grande histoire, on bouge nos corps différemment, on porte la voix différemment, on change comme on appelle ça, le vibrato, même si c'est pas un mot que j'utilise, mais là c'est celui qui me vient ce matin. Voilà, les corps changent, l'approche des corps...
n'est pas la même, et c'est bien parce que c'est non pas jouer un autre spectacle, mais en tout cas le jouer autrement, et on a besoin de se renouveler. Et vous incarnez qui, vous, dans cette pièce, du coup? Quel instrument êtes-vous dans cette symphonie? Moi, je pense que je suis un personnage, un instrument froid, et qui va devenir de plus en plus, qui va perdre tous ces bémols. Je commence en bémol et je finis en dièse, quoi. C'est-à-dire que je pars vraiment plutôt dans les aigus, vers la fin, et après ça redevient, comme après on redevient des auteurs continuons à créer le spectacle. Enfin bon, je vends pas la mèche parce qu'à mon avis, on comprend pas ce que je dis là. Donc, mais bon, voilà, on change de partition. Ouais, ouais. Des écrivains, des peintres, des psychanalystes, vous appartenez à cette grande famille viennoise, cultivée, qui, comme le souligne le metteur en scène, détient les armes de la pensée et de la beauté. Ouais. Comment va-t-elle réagir, cette famille, à la montée progressive du fascisme? Moi, je voulais dire que, en fait, ce que j'aime dans le théâtre de Pascal, dans celui-ci, c'est qu'en fait, nous sommes une famille qui voyageons sur le Danube. Donc on part de Vienne, et puis après on descend, on va à Sarajevo, on va à Skopje, on va à Zagreb. Et en fait, c'est du théâtre chinois, c'est-à-dire que quand on regarde face publique, on est à Zagreb, quand on tourne à gauche, on est à Sarajevo, quand on tourne à droite, on est on est à Delphes. Et il y a un vrai un voyage géographique absolument envoûtant. Pour moi, en tout cas, je trouve, on est sur un bateau, et on descend le Danube. Et cette descente va s'arrêter à Sarajevo lors de l'assassinat de l'archiduc. Et donc on suit comme ça l'histoire avec la descente du Danube. Et après, on est tous coincés à Trieste. Et après, ça va être notre dégringolade. Ça s'apparente à une descente aux enfers. Oui, exactement, exactement. Donc j'aime beaucoup cette métaphore. Je la trouve et physiquement très belle à jouer, et spirituellement très émouvante à évoquer. On va écouter un autre extrait d'Architecture. Architecture, la pièce de Pascal Rampère, dont il dit que c'est le memento mori, un memento mori pour penser notre temps. On ira tous, on appartient à son époque, on l'a subi. Écoutez. Un individu, c'est comme un pays. Ça se retient. Ça se retient. Ah, et boum. Continuez de vous croire à l'abri. Arrête! Personne ici ne se croit à l'abri. Ah bon? Ah bon? Eh ben on dirait pas. Alors c'est quoi les assertions constantes, oui, constantes, sur ma façon d'être arc-bouté? Ouais, arc-bouté. Et oui, j'ai des convictions. Alors je sais qu'aujourd'hui, croire en une certaine forme de bref, ne serait-ce que croire en quelque chose, fait pouffer, là, fait se bidonner tous les progressistes que vous êtes. Ne me sens pas progressiste. Ne m'interromps pas. Vous, les journalistes, vous nous méprisez. Défendre des valeurs, ça vous fait ricaner. Tu es un ennemi de l'intérieur. Oui, un ennemi de l'intérieur, tu plaisantes? Il est passé d'un hebdomadaire prétendument progressiste à un hebdomadaire conservateur, où il défend les pires positions réactionnaires, l'âge... Quoi? Non, tu es drôle. Oui, c'est ça, allez, rigolez. Mais arrête, on est tous d'accord, s'il faut y aller, on ira. Moi, j'irai. Moi aussi. Quoi? Bon, donc, moi, j'irai, il ira aussi, on ira tous dans 100 ans. Des gens comme nous jugeront sévèrement, ils ne comprendront pas comment des gens comme nous, des gens qui essayaient un peu de faire fonctionner leur cervelle, voulaient y aller. Mais le pays entier ira, et tous ceux qui sont en face iront, on ira tous. On croit décider, on appartient à son époque, on l'a subi. Les esprits indépendants n'existent pas, n'est-ce pas, Stan? 100 ans plus tard, on y est, Anne Brochet. Est-ce que vous les avez jugés, vous, ces personnages que vous incarnez aujourd'hui? Non. Non, et je pense qu'il y a une empathie très forte pour
pour l'histoire, pour le passé, l'empathie forte aussi que l'on peut éprouver, pas forcément pour soi-même, mais pour le monde qui nous entoure aujourd'hui. Donc, et la résonance que ça procure en nous, on est comme des tambours et on vibre avec ce qu'on interprète et avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a L'inquiétude. il y a ce télescopage. Oui, Vous le ressentez bien sûr, tous sur bien scène sûr. en jouant Et cette chaque pièce. soir. Mhm. Oui, oui. Et le spectateur l'éprouve s'il a envie vraiment d'être réceptif et si nous sommes suffisamment bons pour passer le message. Oui, il y a une vraie communion de l'inquiétude et de l'envie d'avancer autrement. Ouais. Voilà, vous cherchez à lui donner forme d'une certaine manière à cette inquiétude, mais sans juger, sans Ah oui. moraliser les comportements, plus en créant cette communauté, comme vous l'appelez, de sensations. Oui. Je pense que Pascal Rambert, c'est pas un donneur de leçons. Donc c'est lui aussi, c'est un vecteur d'émotion. C'est un poète. Et c'est un homme, voilà, c'est un écrivain, un poète qui est traversé par des émotions fortes et qui veut dire des choses, oui, bien sûr. Télescopage toujours à la représentation au Bouffe du Nord d'architecture samedi. Ce samedi n'a pas eu lieu. Aujourd'hui encore, est-ce que vous pensez, puisque c'est aussi la question que pose cette pièce architecture, que nous sommes réellement si peu armés collectivement pour résister à tout ce qui se passe? Samedi, c'était un incident physique, donc d'un de nos acteurs, donc il n'y a rien à faire, effectivement. On aurait pu faire quelque chose, faire un autre spectacle autrement, ce qui ne s'est pas produit, parce qu'on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Et ça aurait impacté ou eu un effet sur votre manière de Oh, mais de ça aurait jouer à été tous. tellement bien. Mm. Parce que ça De aurait quand même été- essayer. Hein? De quand même essayer. Oh oui, il faut toujours essayer, bien sûr. Toujours proposer quelque chose. Les gens aiment en plus. C'est pas grave qu'ils aillent voir un spectacle qui n'était pas forcément celui qu'ils auraient vu. De toute façon, on va jamais voir le spectacle qu'on pense aller voir. Donc, ça aurait été une belle chose. Voilà, ça n'a pas existé, mais c'est à réfléchir pour une autre fois, si cela se produit encore. Invité à rédiger l'édito d'une édition spéciale du journal Les Échos, lundi dernier, le comédien et acteur Vincent Lindon racontait la sensation qu'il éprouvait quand on l'arrête dans la rue pour lui parler de ses rôles et comment, dans le regard de beaucoup aujourd'hui, il est aussi l'homme qu'il incarne dans ses films. Dans la rue, on m'arrête souvent. Oh, je vous adore. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Il s'adresse sans doute au maître nageur de Welcome, qui vient en aide aux migrants, à moins qu'il ne parle aux vigiles de la loi du marché, indignés par la façon dont on traite les précaires. Ou peut-être au syndicaliste de En Guerre, qui finit par s'immoler par le feu, sacrifice ultime sur l'autel de l'inégalité. Les passants aussi me donnent le beau rôle. Je ne suis aucun de ces héros, mais j'ai choisi de les incarner. Parfois, il s'ensuit un dialogue. J'écoute ces récits de vie souvent difficiles, invivables, même si je sais qu'ils s'adressent plus à mes personnages qu'à moi-même. Problèmes d'accès aux soins médicaux, de scolarisation des enfants, d'hébergement des personnes âgées, d'hébergement tout court, d'emploi, de tout, partout. Toujours le même sentiment, celui d'un abandon extrême, sournois, toujours contesté, mais toujours plus tangible. Qu'est devenu l'État puissant et protecteur d'antan? Qu'est-il arrivé au service public, jadis objet de fierté, aujourd'hui ruiné, renié, raillé? Ces activités rentables ont été privatisées. Ainsi le gaz, l'eau, le rail, le téléphone, les autoroutes ont-ils été partiellement ou en totalité vendus à l'encan. Dans les secteurs qu'il contrôle encore, l'État semble avoir renoncé à l'exigence de qualité qui constituait l'essence du modèle français. Comment nos décideurs peuvent-ils dormir la nuit? Ont-ils oublié que rien n'est plus précieux que la santé? Ne savent-ils plus que l'école est l'outil indispensable d'ouverture sur le monde?
où l'on apprend à nos enfants à discerner le bien du mal, le juste de l'inéquitable. Ne voient-ils pas la catastrophe qui s'avance, qui pourrait bien les menacer eux aussi, l'histoire nous ayant appris que parfois les peuples les mieux soumis décapitent leurs rois. Aux oubliés de la start-up nation, il ne reste que la rue pour dire leur colère ou leur désespoir. Et Vincent Lindon de citer Churchill à la fin de son édito, on vit de ce qu'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. À réécouter, si vous le souhaitez, en intégralité sur le site deséchos.fr. Ces mots de Vincent Lindon, qui racontent aussi comment des rôles l'ont fait peut-être mûrir, grandir aussi. Est-ce que vous avez eu dans votre parcours au théâtre comme au cinéma des rôles qui vous ont simplement changé, fait regarder le monde autrement ? Pour l'instant, franchement, je pense que c'est les gens que j'ai rencontrés sur des tournages qui m'ont fait regarder le monde autrement. Ce ne sont pas forcément mes personnages, non. Mais oui, j'ai des figures marquantes que je ne nommerai pas, de gens qui m'ont dit des choses auxquelles j'ai grandi, oui. Je ne peux pas dire que les rôles que j'ai interprétés, peut-être plus au théâtre, mais c'est plutôt des rencontres humaines. Ouais. C'est aussi ça qui vous fait accepter un rôle ou en refuser un autre ? Les rencontres humaines, oui. Oui, exactement. Au théâtre, on a autant pu vous voir, Anne Brochet, dans le Cid de Corneille, dans La Terrasse de Jean-Claude Carrière, dans Tout contre de Patrick Marbert, dans Le Miroir d'Arthur Miller, dans L'Image de Samuel Beckett, dans Vie privée de Philippe Barry, ou encore La Fosse suivante de Marivaux. Depuis quelques années, on vous voit un tout petit peu moins quand même au cinéma. Pourquoi ? Vraisemblablement, je pense que ça... Un jour, quelqu'un m'avait dit, c'est bizarre, on a vraiment l'impression que t'as pas très envie. Et ça m'avait choquée, mais je pense que c'est lui qui avait raison. Je pense que je suis plus heureuse sur un plateau de théâtre. C'est quelque chose qui est fait pour mon corps. Pour mon corps, oui. Mon corps est plus content au théâtre qu'au cinéma. Le cinéma est un espace d'impatience pour moi. C'est trop long, il faut attendre trop. L'espace de jeu enfantin, parce qu'on joue comme des enfants, hein, même si on est très sérieux et très investi, comme un enfant. L'espace de cinéma, le plateau de cinéma n'est pas assez grand pour la cour dont j'ai besoin. Donc je pense que j'ai disparu du cinéma, non pas parce que on ne voulait plus de moi, mais parce que mon corps en voulait moins. Oui. Je voulais plus de jardin. Ouais. C'est un monde qui ne fait plus toujours rêver, peut-être pas autant qu'auparavant. Le cinéma et le théâtre. Stanislas Nordet, qui est votre partenaire dans l'architecture, a appelé la semaine dernière à des états généraux, femmes-hommes, dans le spectacle vivant. Il a appelé aussi chacun, et notamment les metteurs en scène, les comédiens, les directeurs de casting, à l'introspection de nos mots, de nos gestes, de nos pratiques, écrit-il, et un déploiement de la parole dans un monde, celui du théâtre comme du cinéma, qui est loin d'être exemplaire. Vous pensez qu'il est urgent aujourd'hui d'ouvrir cette nouvelle page, aussi dans le spectacle vivant, de parler des relations femmes-hommes, de parler de cette question de l'autorité d'un metteur en scène sur ses comédiens et des dérives ou des abus qu'il peut y avoir? Alors nous, on a cette chance avec Stanislas Nordet et d'être avec Pascal Rambert, qui est totalement dans l'écriture, dans une parité totale, c'est-à-dire que hommes et femmes ont exactement le même dosage d'expression. Donc, et aussi, Pascal Rambert ne travaille que dans la joie de donner et la joie de complimenter, la joie d'encourager. Donc c'est absolument, je peux pas dire paradisiaque, je peux pas dire que ça soit exquis, mais c'est comme ça devrait être. Toujours dans l'enthousiasme, toujours dans la générosité, pourtant tout en parlant de choses graves, terribles, même insoutenables.
Ce serait bien qu'ils soient tous comme lui. Est-ce que c'est le Oui. cas? Non. Non, mais c'est vraiment un exemple, c'est un flambeau, Pascal Rambert, pour moi, dans tout, dans sa création, dans son énergie, dans son amour des acteurs et de la musique. 12h22 sur France Culture, invitée la comédienne Anne Brochet à l'occasion de la pièce Architecture de Pascal Rambert à voir au Bouffe du Nord et de la sortie de son nouveau roman La Fille et le Rouge chez Grasset. On y vient. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. De l'écriture, elle dit à pivot, du style, je m'en occupe pas, je dis les choses comme elles arrivent sur moi, comme elles m'attaquent. Ça, ce sont les mots de Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, vous l'avez interprétée récemment face au footballeur Michel Platini, qu'elle a interviewé, on était alors en 87, pour Libération, le journal. Il vient de raccrocher ses crampons et c'était un échange orchestré par le metteur en scène et auteur Mohamed El Khatib, Anne Brochet. Ces mots de Duras sur l'écriture, sur la question du style, vous, quand vous écrivez, ça occupe aujourd'hui une part importante de votre vie, est-ce que vous essayez d'écrire avec style? Est-ce que vous cherchez un style qui vous est propre? Non. Non, c'était pas... D'abord, l'écriture est arrivée par accident. Parce qu'en fait, je voulais faire des scénarios, moi. Je pensais que j'étais du milieu du cinéma, enfin de ce monde cinématographique ou théâtral. Et comme le théâtre, je sais pas comment on écrit, je me disais, ouais, je vais faire un scénario. Et puis en fait, ce scénario, accidentellement et gracieusement, s'est transformé en premier roman. Parce que Louis Gardel du Seuil m'a proposé, a lu aussi accidentellement ce scénario et m'a demandé si je voulais bien en faire un roman. Donc j'ai pas cherché à faire de style, j'ai cherché à transformer mon scénario en roman. Et puis après voilà l'envie d'exprimer, quand je parlais tout à l'heure j'avais pas la cour assez grande pour mon corps et l'écriture me permet de déployer mon corps de la même façon qu'au théâtre, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de vivre des expériences physiques quand j'écris. Donc rechercher du style, non, mais par contre rechercher du physique et de la sensation physique, oui, ça c'est ce qui m'intéresse. Et aussi que l'autre puisse recevoir cette sensation physique, oui. Alors évidemment, c'est de l'ordre du dérangement, parce que je ne suis pas dans le confort, mais ça m'intéresse beaucoup. Et la question du corps, elle est centrale dans ce nouveau roman, La Fille et le Rouge, qui paraît chez Grasset. La Fille et le Rouge, on peut dire que c'est un roman d'amour tragique entre elle et lui. Au premier regard, elle se dit qu'elle n'a jamais vu un homme aussi beau, mais très vite, après cela, et malgré elle, écrivez-vous, elle pense qu'elle ne l'aura jamais. C'est l'histoire d'une relation qui tourne mal, et c'était presque écrit d'avance. Tous les ingrédients de la tragédie étaient là, avant même qu'elle ne se produise. C'est comme ça que vous l'avez pensé, vous, l'architecture de ce roman, Anne Brochet? Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait tout, parce qu'on sait toujours tout de suite. Et puis après, on ne fait que regarder ce qu'on a toujours su depuis le début. Donc, mais c'est pas... ce qui m'intéressait, c'était d'écrire une sorte d'étude biologique d'une relation. Donc, c'était ça surtout. Donc, c'est une relation qui n'est pas vraiment à l'équilibre. Lui est plutôt dans l'estime de lui-même, toujours héroïque dans son rapport au monde, à la vie et à cette manière aussi de déplacer son corps à lui. Elle, au contraire, elle est dans la mésestime de soi, dans la culpabilité, dans la vulnérabilité. Vous l'écrivez, elle n'est plus rien de ce qu'elle croyait être à un moment. Elle sait géographiquement qu'ils sont tous dans une baraque entre les usines et un cimetière. Si elle se concentre, elle peut sentir un homme à côté d'elle qui vacille, qui ne lui a pas parlé depuis la veille, comme si elle ne savait plus qui elle était, lui non plus. Peut-être qu'il ne l'a pas encore remarqué. Peut-être qu'en fait, il ne l'a jamais remarqué, croit-elle. C'est ça l'emprise aussi que vous avez voulu raconter de lui sur son corps à elle et sur son
sa psyché, sur son mental à elle? Je pense qu'elle a autant d'emprise que... Je pense que c'est une emprise complètement réciproque. Oui. Parce qu'ils sont tous les deux dans un... Ce qui m'intéressait, c'était aussi la question du trouble identitaire, où en fait, il y a d'un côté un homme qui est cliniquement malade, c'est-à-dire qu'il a un vrai trouble d'identité, en face d'une femme qui, elle, a un vrai trouble aussi d'identité, mais qui est une autre histoire. Et en fait, au bout du compte, quand j'ai fini d'écrire ce roman, ou ce récit, je me suis dit, oui, il y a d'un côté la maladie clinique de la maniaco-dépression, c'est-à-dire du vrai trouble identitaire spectaculaire, parce que c'est spectaculaire, et c'est aussi pour ça que je l'ai écrit, parce que c'est romanesque, c'est une maladie romanesque. Et il y a aussi la question de cette femme qui, elle, veut disparaître au point même de se transformer en briquet dans une poche d'homme. C'est-à-dire que c'est aussi la question de la femme. C'est-à-dire pourquoi cette femme veut disparaître, c'est aussi parce que dans son ADN féminin, il y a l'envie de n'être quasiment rien, d'être ou une poupée qu'on pose sur une télévision, ou un briquet qu'on met dans une poche. Ça, c'est dans l'ADN des femmes? Je ne sais pas si c'est dans l'ADN des femmes, mais il y a un historique de désir de disparition ou désir d'être un objet. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Après, quand j'écris, c'est une écriture, je ne veux pas dire viscérale, je suis gênée de le dire, mais c'est un truc très, très physique. Donc, je réfléchis après. Et c'est en parlant avec les autres que j'avais déjà écrit le roman précédent, c'était quand même une femme qui voulait être un homme. Donc, voilà, il y a quand même autour de moi, en tout cas dans mon monde inconscient, non pas un problème, mais je suis une actrice, je veux jouer d'autres rôles, en même temps je veux écrire, j'écris des rôles sur la disparition, non pas que j'ai une névrose ou je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose, il y a une interrogation sur le trouble de l'identité, oui. Et ces questions, elles sont dans ce roman, Anne Brochet, La fille et le rouge, qui paraît chez Grasset. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Architecture est à voir jusqu'au 22 décembre au Bouffe du Nord, à Paris, puis Annecy, puis Clermont, puis Sceaux, puis Valenciennes, puis les Célestins à Lyon. Ce sera du 12 au 19 février avec toute la troupe derrière Pascal Rambert. Merci à vous.